Antonin Artaud à Jacques Rivière, le 5 juin 1923. Monsieur, voulez-vous, au risque de vous importuner, me permettre de revenir sur quelques termes de notre conversation de cet après-midi? C'est que la question de la recevabilité de ces poèmes est un problème qui vous intéresse autant que moi. Je parle bien entendu de leur recevabilité absolue, de leur existence littéraire. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés, depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de phrases, directions intérieures de la pensée, réactions simples de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc, je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci, qui est très mal dit, risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes, et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous me compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens. Les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Il m'importe beaucoup que les quelques manifestations d'existence spirituelle que j'ai pu me donner à moi-même ne soient pas considérées comme inexistantes par la faute des tâches et des expressions malvenues qui les constellent. Il me semblait, en vous les présentant, que leurs défauts, leurs inégalités n'étaient pas assez criantes pour détruire l'impression d'ensemble de chaque poème. Croyez bien, monsieur, que je n'ai en vue aucun but immédiat ni mesquin. Je ne veux que vider un problème palpitant. Car je ne puis pas espérer que le temps ou le travail remédieront à ces obscurités ou à ces défaillances. Voilà pourquoi je réclame avec tant d'insistance et d'inquiétude cette existence même avortée. Et la question à laquelle je voudrais avoir réponse est celle-ci. Pensez-vous qu'on puisse reconnaître moins d'authenticité littéraire et de pouvoir d'action à un poème défectueux, mais semé de beauté forte, qu'à un poème parfait, mais sans grand retentissement intérieur? J'admets qu'une revue comme la Nouvelle Revue Française exige un certain niveau formel et une grande pureté de matière, mais ceci enlevé, la substance de ma pensée
est-elle donc si mêlée et sa beauté générale est-elle rendue si peu active par les impuretés et les indécisions qui la parsèment qu'elle ne parvienne pas littérairement à exister? C'est tout le problème de ma pensée qui est en jeu. Il ne s'agit pour moi de rien moins que de savoir si j'ai ou non le droit de continuer à penser en vers ou en prose. Je me permettrai, un de ces prochains vendredis, de vous faire hommage de la petite plaquette de poèmes que M. Kahnweiler vient de publier et qui a nom Tric-trac du ciel, ainsi que du petit volume des contemporains Les 12 chansons. Vous pourrez alors me communiquer votre appréciation définitive sur mes poèmes. Jacques Rivière à Antonin Artaud, le 23 juin 1923. Cher monsieur, j'ai lu attentivement ce que vous avez bien voulu soumettre à mon jugement, et c'est en toute sincérité que je crois pouvoir vous rassurer sur les inquiétudes que trahissait votre lettre et dont j'étais si touché que vous me choisissiez pour confident. Il y a dans vos poèmes, je vous l'ai dit du premier coup, des maladresses et surtout des étrangetés déconcertantes. Mais elles me paraissent correspondre à une certaine recherche de votre part, plutôt qu'à un manque de commandement sur vos pensées. Évidemment, c'est ce qui m'empêche pour le moment de publier dans la Nouvelle Revue française aucun de vos poèmes. Vous n'arrivez pas en général à une unité suffisante d'impression. Mais j'ai assez l'habitude de lire les manuscrits pour entrevoir que cette concentration de vos moyens vers un objet poétique simple ne vous est pas du tout interdite par votre tempérament et qu'avec un peu de patience, même si ce ne doit être que par la simple élimination des images ou des traits divergents, vous arriverez à écrire des poèmes parfaitement cohérents et harmonieux. Je serai toujours ravi de vous voir, de causer avec vous et de lire ce qu'il vous plaira de me soumettre. Dois-je vous renvoyer l'exemplaire que vous m'avez apporté? Je vous prie, cher monsieur, d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus sympathiques. Jacques Rivière. Antonin Artaud à Jacques Rivière. Paris, le 29 janvier 1924. Monsieur, vous êtes en droit de m'avoir oublié. Je vous avais fait dans le courant de mai dernier une petite confession mentale. Et je vous avais posé une question. Cette confession, voulez-vous me permettre de la compléter aujourd'hui, de la reprendre, d'aller jusqu'au bout de moi-même? Je ne cherche pas à me justifier à vos yeux. Il m'importe peu d'avoir l'air d'exister en face de qui que ce soit. J'ai, pour me guérir du jugement des autres, toute la distance qui me sépare de moi. Ne voyez dans ceci, je vous prie, nulle insolence, mais l'aveu très fidèle, l'exposition pénible d'un douloureux état de pensée. De votre réponse, je vous en ai voulu pendant longtemps. Je m'étais donné à vous comme un cas mental,
une véritable anomalie psychique, et vous me répondiez par un jugement littéraire sur des poèmes auxquels je ne tenais pas, auxquels je ne pouvais pas tenir. Je me flattais de n'avoir pas été compris de vous. Je m'aperçois aujourd'hui que je n'avais peut-être pas été assez explicite, et cela encore, pardonnez-le-moi. Je m'étais imaginé vous retenir, sinon par le précieux de mes vers, du moins par la rareté de certains phénomènes d'ordre intellectuel, qui faisaient que, justement, ces vers n'étaient pas, ne pouvaient pas être autres, alors que j'avais en moi, justement, de quoi les amener à l'extrême bout de la perfection. Affirmation vaniteuse, j'exagère, mais à dessein. Ma question était peut-être en effet spécieuse, mais c'est à vous que je la posais, à vous et à nul autre, à cause de la sensibilité extrême, de la pénétration presque maladive de votre esprit. Je me flattais de vous apporter un cas mental caractérisé et curieux, comme je vous pensais de toute déformation mentale, de tous les obstacles destructeurs de la pensée. Je pensais du même coup attirer votre attention sur la valeur réelle, la valeur initiale de ma pensée et des productions de ma pensée. Cet éparpillement de mes poèmes, ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée, il faut l'attribuer non pas à un manque d'exercice, de possession de l'instrument que je maniais, de développement intellectuel, mais à un effondrement central de l'âme, à une espèce d'érosion essentielle à la fois et fugace de la pensée, à la non-possession passagère des bénéfices matériels de mon développement, à la séparation anormale des éléments de la pensée, l'impulsion à penser, à chacune des stratifications terminales de la pensée, en passant par tous les états, toutes les bifurcations de la pensée et de la forme. Il y a donc quelque chose qui détruit ma pensée, un quelque chose qui ne m'empêche pas d'être ce que je pourrais être, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens. Un quelque chose de furtif qui m'enlève les mots que j'ai trouvés, qui diminue ma tension mentale, qui détruit au fur et à mesure, dans sa substance, la masse de ma pensée, qui m'enlève jusqu'à la mémoire des tours par lesquels on s'exprime et qui traduisent avec exactitude les modulations les plus inséparables, les plus localisées, les plus existantes de la pensée. Je n'insiste pas. Je n'ai pas à décrire mon état. J'en voudrais dire seulement assez pour être enfin compris et cru de vous. Et donc, faites-moi crédit. Admettez, je vous prie, la réalité de ces phénomènes. Admettez leur furtivité, leur répétition éternelle. Admettez que cette lettre, je l'eusse écrite avant aujourd'hui, si je n'avais été dans cet état. Et voici donc encore une fois ma question. Vous connaissez la subtilité, la fragilité de l'esprit. Ne vous en ai-je pas dit assez pour vous prouver que j'ai un esprit qui, littérairement, existe, comme T existe, ou E, ou S, ou M.
Restituez à mon esprit le rassemblement de ses forces, la cohésion qui lui manque, la constance de sa tension, la consistance de sa propre substance. Et tout cela, objectivement, est si peu. Et dites-moi si ce qui manque à mes poèmes anciens ne leur serait pas restitué d'un seul coup. Croyez-vous que dans un esprit bien constitué, le saisissement marche avec l'extrême faiblesse et qu'on peut à la fois étonner et décevoir? Enfin, si je juge très bien mon esprit, je ne peux juger les productions de mon esprit que dans la mesure où elles se confondent avec lui dans une espèce d'inconscience bienheureuse. Ce sera là mon critérium. Je vous envoie donc, pour terminer, je vous présente la dernière production de mon esprit. Relativement à moi, elle ne vaut que peu de choses, quoique mieux tout de même que le néant. C'est un pis-aller. Mais la question pour moi est de savoir s'il vaut mieux écrire cela ou ne rien écrire du tout. La réponse à cela, c'est vous qui la ferez en acceptant ou en refusant ce petit essai. Vous le jugerez, vous, du point de vue de l'absolu. Mais je vous dirai que ce me serait une belle consolation de penser que, bien que n'étant pas tout moi-même, aussi haut, aussi dense, aussi large que moi, je peux encore être quelque chose. C'est pourquoi, monsieur, soyez vraiment absolu. Jugez cette prose en dehors de toute question de tendance, de principe, de goût personnel. Jugez-la avec la charité de votre âme, la lucidité essentielle de votre esprit. Repensez-la avec votre cœur. Elle indique probablement un cerveau, une âme qui existe, à qui une certaine place revient. En faveur de l'irradiation palpable de cette âme, ne l'écartez que si votre conscience de toutes ses forces proteste. Mais si vous avez un doute, qu'il se résolve en ma faveur. Je m'en remets à votre jugement. Antonin Artaud.